Pétition et pédagogique. Je l'avais dit tout à l'heure, je le répète, il est un gars très disponible et toujours qui aime, qui a fait, l'enseignement comme vocation. En toute honnêteté, on se rencontre souvent à l'école normale, mais il est toujours à la recherche de la connaissance, toujours à la recherche. Il est un gars très reconnaissant aussi. Vraiment, c'est le temps qui nous est imparti qui est un peu court, raison pour laquelle, puisque vous savez que la soirée est un peu courte, raison pour laquelle on va s'en profiter aussi pour donner la parole à professeur Djibi Diakhaté, qui est là, qui était là l'année dernière, qui avait fait une synthèse très importante comme son nom l'indique. Comme vous l'entendez, synthèse, qui parle de synthèse, parle de résumé, parce qu'il ne peut pas venir au dernier virage aujourd'hui faire tout le programme, c'est impossible. Bonsoir, chers candidats. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Je voudrais commencer par saluer Oustas et le féliciter pour la nature brillante de sa contribution, je lui disais tout à l'heure, et féliciter l'association qui est à l'origine de cette certaine constance dans l'action qui est menée et qui consiste à apporter leur contribution à la formation de leurs cadets. Ça, c'est une excellente disposition et je vous félicite pour cela. Je voudrais souhaiter, prier que tous les candidats au baccalauréat réussissent de la façon la plus brillante qui soit et que je vous rencontre l'année prochaine à l'université. Je suis toujours très content de venir ici et j'ai trouvé Oustas en train de parler de philosophie et religion. Je voudrais commencer par ça, justement, je voudrais commencer par le rapport entre la philosophie et la religion. Mais vous savez précisément qu'on ne peut pas parler de rapport entre philosophie et religion sans au préalable régler la question définitionnelle. Il nous faut savoir qu'est-ce que c'est que la philosophie, il nous faut savoir qu'est-ce que c'est que la religion. Donc, si je pose la question qu'est-ce que la philosophie, vos profs vous l'ont dit depuis l'année dernière. Qu'est-ce que la philosophie? Vos profs vous ont dit c'est une discipline qui n'a pas de définition admise par tous les penseurs. Vous savez ça, non? Mais pourquoi les philosophes ne s'entendent pas sur une définition de leur discipline? Mais c'est parce que les philosophes sont en désaccord. Ils sont qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord. C'est le seul accord qui existe en philosophie. C'est partout désaccord. C'est pourquoi Emmanuel Kant a assimilé la philosophie à un champ de bataille. Il dit la philosophie c'est un champ de bataille. Pourquoi? Parce que les philosophes ne s'entendent pas. Ils sont toujours en situation de combat théorique, de combat intellectuel. Donc la philosophie c'est le combat, la philosophie c'est la bataille. Les philosophes ne s'entendent pas. Mais, et c'est cela qui m'intéresse le plus, même si les philosophes ne s'entendent pas, il y a des points qui caractérisent l'activité philosophique en tant que telle. C'est comme si dans la classe, je disais ça ce matin, dans la classe nous sommes différents. Mais nous partageons quelques points communs quand même. Là, dans cette classe, nous sommes différents. Mais nous partageons des points communs. On va dire, par exemple, nous sommes tous des Africains. Nous sommes différents, mais nous sommes tous des Africains. Nous sommes différents, mais nous sommes tous noirs. Nous sommes différents, mais nous sommes tous, quoi encore? Originaires d'où? Ici, c'est quoi? Nous sommes originaires de Diender. Donc, on peut être différent, mais on peut partager des points communs. Alors, de la même manière, en philosophie, on va trouver des différences, mais on va trouver des points communs. Alors, parmi ces points communs, vous avez l'utilisation de la raison. Alors, je voudrais que vous notiez ça. Les philosophes ne s'entendent pas, c'est vrai, il y a des accords en philosophie, mais premièrement, les philosophes se servent tous de la raison. On ne peut pas philosopher sans se servir de la raison. Le philosophe met en avant ce que l'on appelle la rationalité, c'est-à-dire l'usage de la raison, l'attachement à la raison. Et la différence entre un philosophe et un non-philosophe, c'est qu'un non-philosophe est quelqu'un qui se contente de suivre aveuglément la masse. Il ne se sert pas de la raison. Il suit aveuglément la masse, il fait ce que les autres font sans réfléchir. Le philosophe, par contre, est quelqu'un qui met en avant l'autorité de la raison. Il met en avant l'autorité de la raison. Il suit sa raison et refuse de suivre aveuglément la masse. Si je veux être compliqué, je vais dire que le non-philosophe suit la raison de l'autorité, tandis que le philosophe suit l'autorité de la raison. Le non-philosophe suit la raison de l'autorité, tandis que le philosophe suit l'autorité de la raison. Le non-philosophe suit la raison de l'autorité, parce que c'est la masse qui fait office d'autorité pour lui. Il suit la raison de l'autorité.
tandis que le philosophe, il suit l'autorité de la raison. Donc il met l'accent sur l'usage de la raison. Et dans le livre 7 de la République, Platon insiste justement sur cette différence entre le philosophe et le non-philosophe. À travers le mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne, Platon a montré que le non-philosophe vit dans l'illusion parce qu'il prend des images ou des ombres pour la vérité. Le non-philosophe ne se sert pas de la raison. Par opposition au philosophe, lui, qui ne reconnaît que la raison. Donc, premier élément important en philosophie, c'est l'usage de la raison. Vous êtes en train de voir tout de suite les relations entre la philosophie et la religion. Deuxième élément important en philosophie, c'est le déploiement de l'esprit critique, le doute. Donc, deuxième élément, c'est que les philosophes déploient la pensée critique. Le philosophe est quelqu'un qui doute. Et il doute de quoi? Le philosophe, il doute de quoi? Il doute de tout. Philosopher revient à ceci, se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. C'est Vladimir Jankélévitch qui parle comme ça. Philosopher revient à ceci, se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. C'est-à-dire donc que le philosophe est quelqu'un qui remet tout en cause. Alain, vous connaissez certainement. Alain, comme vous l'entendez, A-L-A-I-N. Alain affirmait que philosopher, c'est dire non. Philosopher, c'est dire non. Car le signe du oui, dit-il, est de l'homme qui s'endort. Le signe du oui est de l'homme qui s'endort. Philosopher, c'est dire non. Donc le philosophe, il doute, il remet en cause. On ne peut pas philosopher sans remettre en cause, sans déployer son esprit critique. Le philosophe, il doute et il doute de tout. Donc, je vous ai dit, premier point commun, c'est l'utilisation de la raison. Vous vous rappelez? Et c'est là où le philosophe se distingue du non-philosophe. Le non-philosophe ne se sert pas de la raison, il suit la masse. Le philosophe met l'accent sur l'autorité de la raison. Deuxième point important, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, le philosophe doute. Il doute et il doute de tout. Philosopher, comme dit Alain, c'est dire non. Le philosophe est quelqu'un qui doute. Troisième élément important, c'est la quête du savoir. Le philosophe ne possède pas le savoir, il va à la quête du savoir. Ça, les philosophes sont d'accord là-dessus. Que je ne possède pas le savoir, je vais à sa recherche. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois aller à la quête du savoir. Donc, j'ai trois caractéristiques. Je ne peux pas définir la philosophie, mais j'ai trouvé trois points essentiels. L'utilisation de la raison, le déploiement de l'esprit critique et la quête du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à sa recherche. D'accord? Philosopher, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet. C'est-à-dire que là, le philosophe se distingue du dogmatique. Parce que le dogmatique, lui, il dit que je sais tout. Le philosophe, lui, dit que je ne sais rien. En réalité, le dogmatique ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Le philosophe ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Voilà pourquoi le philosophe va à la recherche du savoir. C'est bon. Utilisation de la raison, déploiement de l'esprit critique, quête du savoir. C'est bon, c'est clair pour tout le monde. Mais c'est fini. Maintenant, je prends ces trois caractéristiques et je compare avec la religion. Est-ce que dans la religion, on se sert de la raison? Eh, les arabisants, vous n'avez pas honte. Est-ce que la religion ne se sert pas de la raison? Ben si, la religion nous demande d'utiliser la raison. Ibn Rushd, dont parlait tout à l'heure le prof d'arabe, Ibn Rushd considère que l'utilisation de la raison est une exigence religieuse. On ne peut pas être un bon religieux et ne pas se servir de la raison. Au moins, Dieu s'adresse à nous de façon codée. Le discours divin est un discours codé. Et pour décoder le discours divin, on est obligé d'utiliser la raison. Mohammed ibn Iqbal est un grand penseur pakistanais, contemporain. Mohammed ibn Iqbal considère que la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est la raison. C'est que le croyant se sert de la raison, tandis que le non-croyant ne se sert pas de la raison. C'est la conception de Mohammed ibn Iqbal, et qui est un philosophe pakistanais. Lui considère que le croyant est toujours attaché à la raison. Lorsque vous lisez la sourate An-Nahl, les abeilles,
la sourate An-Nahl. Mais ça revient plusieurs fois la formule où Dieu dit « Je m'adresse aux gens qui sont doués d'intelligence. Je m'adresse aux gens qui raisonnent. Je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Je m'adresse aux gens qui entendent. » Mais ça, c'est l'utilisation de la raison. Et dans la Bible, pour les chrétiens, Saint Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Thessaloniciens, Saint Paul considère que le savant, le croyant doit être attaché à l'augmentation de savoir. L'augmentation, il doit toujours chercher à augmenter son savoir. Toujours chercher à augmenter son savoir. Donc ça veut dire que la religion n'exclut pas l'utilisation de la raison. Au contraire, la religion nous demande d'utiliser la raison. D'accord. Dans les stromates, Clément d'Alexandrie dit qu'il y a deux types de foi. Clément d'Alexandrie est un philosophe égyptien de l'Antiquité. Il dit qu'il y a deux types de foi, ce qu'il appelle la foi du savant et la foi du charbonnier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La foi du savant, pour Clément d'Alexandrie, c'est une foi éclairée. Alors, je vous raconte l'histoire de Clément d'Alexandrie. Il a écrit un ouvrage intitulé Les Stromates. Clément d'Alexandrie dit qu'au départ, la philosophie était une propriété divine. Donc au départ, il n'y a que Dieu qui philosophait. Les hommes ne connaissaient pas la philosophie. Mais un jour, le diabolos, on peut l'apparenter au diable. Le diabolos a volé la philosophie, et la philosophie de Dieu. Elle a enseigné aux hommes. Et Clément d'Alexandrie se pose la question de savoir comment peut-on voler l'affaire de Dieu? Parce que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Comment on peut voler la philosophie de Dieu et l'enseigner aux hommes? Il dit, si Dieu a laissé le vol se faire, c'est qu'il savait que la philosophie pouvait être utile à la religion. Si Dieu a laissé le vol se faire, c'est qu'il savait que la philosophie pouvait être utile à la religion. En quoi la philosophie peut être utile à la religion? Elle nous permet d'avoir ce que Clément d'Alexandrie appelle la foi du savant. La foi du savant, c'est une foi éclairée. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils sont des musulmans ou des chrétiens, alors qu'ils ne connaissent rien de leur religion. Hein. Par exemple, quand vous priez, et que vous n'utilisez pas votre raison, vous ne savez rien de la religion, vous priez. Mais votre prière ressemble plus à de la gymnastique, parce que vous ne récitez rien, vous ne savez. Ça ressemble plus à de la gymnastique qu'à un acte cultuel. Je ne dis pas culturel, j'ai dit cultuel. Culte, un acte de culte. Alors disons donc que la religion promeut la raison, elle nous demande de mettre l'accent sur la raison. La philosophie aussi s'attache à la raison. Donc de ce point de vue-là, la philosophie et la religion se retrouvent sur un terrain d'entente. Toutes les deux disciplines nous demandent de mettre l'accent sur la raison. Maintenant, on passe. J'ai parlé de raison. Il reste l'esprit critique. Le doute, le fait de douter de tout. Est-ce que ça, la religion va être d'accord? Ben voilà, là, on va avoir des divergences. C'est pourquoi votre professeur vous parlait tout à l'heure d'antithèse. Alors à ce niveau-là, le philosophe est quelqu'un qui considère qu'il faut douter de tout, alors que dans le domaine de la religion, il y a des dogmes, il y a des vérités qui doivent être acceptées comme telles. Enfin, toute la religion doit être acceptée comme telle. Alors que le philosophe dit, vous vous rappelez tout à l'heure Alain, il a affirmé quoi? Philosopher, c'est dire non. La religion refuse cette acception, cette considération, cette affirmation de Alain. Donc là, on va avoir une opposition. Je vous donne un exemple. Saviez-vous qu'Aristote était disciple de Platon? Vous le savez, non? Comment s'appelait l'école de Platon? L'académie. L'académie. Comment s'appelait l'école d'Aristote? Le lycée. C'est Aristote qui a créé le lycée. Le lycée, là où vous êtes, c'est Aristote qui l'a créé. L'académie, c'est Platon qui l'a créé. Alors Platon était maître d'Aristote. À un certain moment, ils ne s'entendaient plus. Aristote et Platon ne défendaient plus les mêmes théories. Alors Aristote a quitté son maître Platon, il a critiqué son maître Platon, l'a quitté pour aller fonder sa propre école qui s'appelle le lycée. Mais au départ, Aristote était dans l'académie de Platon. Il a quitté l'académie, il est allé fonder sa propre école. Voilà pourquoi Maurice Merleau-Ponty a affirmé qu'en philosophie, la vérité n'est pas dans le cahier du maître. En philosophie, dit Maurice Merleau-Ponty, la vérité n'est pas dans le cahier du maître. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le maître. La vérité, Ponty, c'est comme vous l'entendez, P-O-N-T-Y. P-O-N-T-Y. Maurice Merleau-Ponty dit, en philosophie, la vérité n'est pas dans le cahier du maître. C'est-à-dire que pour Maurice Merleau-Ponty, le meilleur élève de philosophie est celui qui, après avoir pris sa leçon avec le prof, déchire son cahier. Oui. Évidemment, je ne vous invite pas à déchirer vos cahiers. Mais les élèves, je crois, des fois, ils déchirent leur cahier à la fin de l'année. Hein.
Oui, oui, j'ai vu les élèves maintenant, c'est devenu une coutume. À la fin de l'année, ils cassent les tables bancs, ils déchirent leurs blouses et ils déchirent les cahiers. Bon, c'est peut-être Maurice Merleau-Ponty qui les a influencés, parce que lui dit, la vérité n'est jamais dans le cahier du maître, et que donc il faut oser déchirer le cahier du maître. Ce que Aristote a fait par rapport à Platon. Mais regardez, dans le domaine de la religion musulmane, Abou Bakr, peut-être que vous en avez entendu parler, Abou Bakr, ça a donné Babakar, et on lui adjoint le qualificatif Sadir, qui signifie le fidèle, le bon croyant. Abou Bakr est quelqu'un qui acceptait, c'était un compagnon du prophète, et c'est quelqu'un qui acceptait tout ce qui venait du prophète sans formuler la moindre question. Il était vraiment un fidèle. Il acceptait tout ce qui venait du prophète sans formuler la moindre question. Alors un jour, le prophète a dit au marché qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en une nuit. Il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en une nuit. Nous sommes au 6e siècle après Jésus-Christ. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de moto, il n'y a pas d'avion. Le prophète dit qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en une nuit. Au marché, Abou Bakr était absent quand le prophète disait ça. Alors les gens ont fait une délégation pour aller voir Abou Bakr. Et ils lui ont dit, Abou Bakr, tu as tendance à accepter tout ce qui vient du prophète. Mais cette fois-ci, il vient de raconter une histoire, c'est sûr que tu ne vas pas croire. Abou Bakr leur dit, est-ce que ce que vous allez me dire, c'est sûr que le prophète qui l'a raconté? Ils disent oui, il l'a raconté au marché, tout le monde était présent. Alors Abou Bakr leur répond, ne me dites pas ce qu'il a dit parce que j'y crois. Je n'ai même pas besoin de savoir ce qu'il a dit. J'y crois. Est-ce que cette attitude est une attitude philosophique? Non, ce n'est pas une attitude philosophique, mais c'est une attitude religieuse. Alors au niveau donc du doute, parce que le philosophe est quelqu'un qui doute, la philosophie et la religion ne s'entendent pas. C'est bon. Utilisation de la raison, la religion et la philosophie s'entendent. Doute, la religion et la philosophie sont à couteau tiré. Maintenant, il reste quoi? La quête du savoir. C'est ça, non? La quête du savoir. Est-ce que la religion nous invite à chercher le savoir? Oui, oui. La religion nous invite à chercher le savoir. Quand on est un bon croyant, normalement, on doit aller à la quête du savoir. Un bon croyant, Cheikh Ahmadou Bamba, a écrit un ouvrage intitulé Kun Kantiman, où il parle des jeunes et de leur rapport au savoir. Cheikh Ahmadou Bamba dit, un jeune doit chercher le savoir. Un jeune doit chercher le savoir. Et il dit, le jeune qui cherche le savoir ne doit pas avoir peur de la faim. Est-ce que vous avez mangé? Pas encore. C'est très bien. C'est très bien. C'est-à-dire qu'un jeune qui cherche le savoir ne doit pas avoir peur de la faim. Il doit être prêt à affronter la faim. Au nom du savoir. Est-ce que vous avez soif? Oui, c'est très bien. Un jeune qui cherche le savoir ne doit pas avoir peur de la soif. Il doit affronter la soif. Est-ce que vous avez sommeil? Cheikh Ahmadou Bamba dit, un jeune qui cherche le savoir ne doit pas beaucoup dormir. Il doit dormir un peu. D'accord, il ne doit pas avoir peur du sommeil. Cheikh Ahmadou Bamba ajoute, je n'ai pas fini. Une jeune fille qui cherche le savoir doit s'éloigner des garçons. Ah. Et un garçon qui cherche le savoir, je n'ai pas dit aux filles, les garçons, je parle des garçons. Un garçon qui cherche le savoir, non, les garçons. Et les filles, taisez-vous, c'est les garçons qui doivent parler. Un garçon qui cherche le savoir, parlez fort les garçons. Donc, un garçon qui cherche le savoir doit s'éloigner des filles. Donc, et c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui nous dit l'intérêt de la recherche du savoir, pas seulement pour le jeune, mais pour tout le monde. Nous devons accorder au savoir un intérêt particulier. La religion nous demande de chercher le savoir. Et vous avez certainement entendu parler de ce propos du prophète Mohammed qui nous invitait à chercher le savoir jusqu'en Chine. Certains considèrent que ce n'est pas authentique, mais ce qui est le plus important, c'est que la religion nous invite à chercher le savoir. Et je vous dis, les universités arabes, le prof d'arabe est là, les universités arabes, au moment où l'Europe était en train de sombrer dans le Moyen-Âge, les universités arabes étaient en train de développer la science. C'est les Arabes qui ont découvert que delta égale B au carré moins 4AC. Ça, c'est les Arabes qui l'ont découvert. Au moment où l'Europe est... Oui, bien sûr.
OK. Alors, c'est bien. Donc, comprenez que les grandes universités de Fès, de Kérouan, de Cordoue, pendant tout le Moyen-Âge, ces grandes universités ont développé la science et dans tous ses aspects, la physique, la chimie, la géométrie surtout. Mais la géométrie, c'est une affaire d'arabe. Hein. La géométrie, l'algèbre. L'algèbre, c'est un mot arabe. En fait, l'algèbre est un mot arabe. C'est les Arabes qui ont développé en réalité les sciences au moment où l'Europe était en train de sombrer dans le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge européen commence à partir du IVe siècle après Jésus-Christ avec la mort du roi Théodose et l'avènement du christianisme comme religion d'État en Thessalonique. Donc du IVe siècle après Jésus-Christ jusqu'au XVIe siècle, date de la Renaissance, l'Europe était en train de sombrer dans le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge. Et en ce moment-là, les Arabes dans les universités étaient en train de développer la connaissance. Donc comprenez que la religion n'exclut pas l'utilisation de la raison et le fait de chercher le savoir partout où il peut se trouver. Un bon croyant est quelqu'un qui cherche le savoir. Philosophie et religion donc, point commun, utilisation de la raison, quête du savoir. Point de divergence, le doute. C'est clair, non? Maintenant, je prends, quels sont les points de la philosophie? Il y a 3. C'est utilisation de la raison, esprit critique, quête du savoir. C'est clair, hein? Donc, je prends ces 3 points et j'ai comparé avec la religion. Je prends exactement ces 3 points et je compare avec la science. C'est aussi simple que ça. Ne vous fatiguez pas les ménages. Prenez ça et vous comparez. Vous prenez la science. Est-ce que la science se sert de la raison? Ah ben oui, le savant se sert de la raison. Est-ce que le savant est quelqu'un qui a une pensée critique ou le savant est quelqu'un qui accepte tout ce qu'on lui dit? Le savant a une pensée critique au même titre que le philosophe. Est-ce que le savant va à la quête du savoir? Si, il va à la quête du savoir. Oui, les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues. Le prof d'arabe l'a dit tout à l'heure, c'est des vérités provisoires. Toute vérité scientifique, dit Bachelard, est une erreur rectifiée. Toute vérité scientifique, dit Bachelard, est une erreur rectifiée. Donc, le savant est quelqu'un qui rectifie continuellement des erreurs. L'histoire de la science, dit Engels, c'est l'histoire de l'erreur. C'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur, mais de moins en moins grande. L'histoire de la science, c'est l'histoire de l'erreur. C'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur, mais de moins en moins grande. C'est-à-dire que donc la science tend de façon asymptotique vers la vérité, sans coïncider avec cette vérité qui constitue un idéal. Donc les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues, hein, c'est des vérités provisoires. C'est comme ça que la science évolue. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la philosophie et la science présentent des caractéristiques communes, mais pourquoi? Parce qu'elles étaient ensemble. Hein. On ne pouvait pas séparer la philosophie de la science jusqu'au XVIIIe siècle. C'était la même discipline. Vous le savez, non? Qui a créé la philosophie? Le mot philosophie, qui l'a créé? Pythagore. Or, Pythagore, il était quoi? Il était un mathématicien, non? Pythagore était un mathématicien. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. C'est le théorème de Pythagore. Si j'ai un champ carré dont la surface est égale à 1 mètre carré, le côté est égal à combien? J'ai un champ carré, la surface est égale à 1 mètre carré, le côté est égal à combien? Vous n'avez pas honte. Surface du carré égale côté fois côté, donc c'est 1 mètre carré. Donc le côté est égal à 1 mètre. 1 mètre multiplié par 1 mètre égale 1 mètre carré. C'est ça, non? Bon, maintenant suivons. Je veux doubler la surface de ce carré. Je veux avoir un autre carré dont la surface est égale à 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, c'est le double de 1 mètre carré. Ok, je veux avoir un autre carré dont la surface est égale à 2 mètres carrés. Et je dois partir de ce premier carré, de 1 mètre de côté. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute à chaque côté combien? 1 mètre. Mais si j'ajoute 1 mètre, le côté va être égal à 2 mètres. La surface sera égale à 4 mètres carrés. Parce que surface égale côté fois côté. 2 fois 2 égale 4. Donc 1 mètre, c'est trop. J'ajoute quoi? 0,50. Si j'ajoute 0,50, le côté sera égal à 1,5. Or, 1,5 multiplié par 1,5, c'est toujours supérieur à 2. Or, je dois trouver 2. Vous savez ce que je vais faire? Je vais tracer la diagonale du carré. Quand je trace la diagonale du carré, j'ai 2 triangles rectangles.
Et en vertu du théorème de Pythagore, la diagonale du carré, c'est la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. Donc cette diagonale va être égale à racine de 2. Or, racine de 2, quand je l'élève au carré, j'ai 2. En fait, c'est ça le théorème de Pythagore. C'est ça le théorème de Pythagore. Et c'est ce Pythagore-là, c'est ce Pythagore qui a inventé le mot philosophie. Regardez, vous allez chez Pythagore. Vous allez chez Pythagore, vous lui dites « Je veux être votre élève ». Pythagore vous dit « Il faut d'abord jurer. Moi, avant d'être mon élève, il faut jurer. » Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Si vous jurez ça, vous pouvez être mon élève. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. 10, c'est ce qui est parfait. Mais regardez Pythagore, 1, c'est Dieu, dit-il. On est dans la religion. 1, c'est Dieu. 2, ce sont les deux luminaires, le soleil et la lune. 3, ce sont les 3 éléments qui composent le monde, selon Aristote, c'est l'eau, l'air et le feu. Les 3 éléments qui composent le monde, chez Aristote. Et 4, ce sont les 4 points cardinaux. Donc si vous dites 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, vous pouvez être disciple de Platon, disciple de Pythagore. Pythagore est celui qui a créé le mot philosophie. Descartes, dans les principes de la philosophie, disait que la philosophie est un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches, les différentes sciences. Donc pour Descartes, la philosophie englobe toutes les sciences. Et Platon avait écrit devant son école, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Mais normalement, un philosophe, il devait écrire nul n'entre ici s'il n'est philosophe. Mais il écrit nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ça veut dire que la géométrie et la philosophie signifiaient la même chose. On est d'accord? Oui, moi j'ai eu des élèves à Saint-Louis, au lycée Charles de Gaulle, qui avaient écrit devant leur école, devant leur classe, nul ne sort d'ici s'il n'a pas compris. Oui, c'est bien. Nul ne sort d'ici s'il n'a pas compris. Ça, c'est de bons élèves. Avant de sortir de la classe, il faut s'assurer qu'on a bien compris. Donc, la philosophie et la science partagent des points communs, mais la philosophie et la science aussi peuvent être en divergence. Parce qu'à un certain moment, on a considéré que la science est pratique, tandis que la philosophie est théorique. La science est pratique, parce que la science met en place des formules qui peuvent faire l'objet d'une application technique. D'accord? La science et la technique sont très pratiques. Et je dis très souvent, pour mesurer le caractère pratique de la science, on se réfère à la famille des heures. Heures, ventilateur, réfrigérateur, climatiseur, téléviseur, ordinateur. Évidemment, il ne faut pas ajouter professeur, parce qu'il ne fait pas partie des objets de la science. Donc ça montre que la science est pratique. La philosophie, quant à elle, elle cherche un savoir qu'elle n'arrive même pas à trouver. Donc on a tendance à reléguer la philosophie au second plan. D'accord? Et Hegel dit, la philosophie est comme l'oiseau de Minerve qui ne prend son envol qu'au début du crépuscule. La philosophie arrive toujours en retard. La philosophie arrive toujours en retard lorsque tous les problèmes de l'homme sont déjà réglés par la science. Et on a tendance donc à dire que la philosophie n'est d'aucune utilité. C'est la science qui nous permet de régler nos problèmes concrets. La philosophie nous pose des questions et n'apporte même pas des réponses. Elle est très théorique. Il y a un philosophe togolais du nom de Khama Bassili Tolo qui a écrit un article intitulé « Le moins fou de tous ». Alors, l'histoire du moins fou de tous, c'est un prof de philo qui est envoyé en prison. Il est devenu prisonnier, le prof de philo. Et un des gardiens de la prison fuit son ancien élève. Quand le gardien a vu le prof arriver comme prisonnier, quand l'élève l'a vu, a vu son prof, il était content. Il dit « Ah, ça, c'est mon prof de philo. Il vient d'être prisonnier et moi, je suis gardien de prison ici. » Et donc, tous les jours, il donnait au prof de philo sa ration quotidienne. Le matin, il lui apporte le petit déjeuner. Quand le prof a fini de prendre le petit déjeuner, il le tire de la cellule et il le frappe. À midi, il apporte à manger au prof. Quand le prof a fini de manger, il le tire et il le frappe. Le soir, il lui donne le dîner. Quand le prof a fini de manger, il le tire et il le frappe. Alors ses collègues lui disent, mais pourquoi toi tu t'acharnes sur ce prisonnier? Tu le frappes trop. Il dit, c'était mon prof de philo. Et comme il me donnait toujours de mauvaises notes, bon, maintenant je suis en train de prendre ma revanche. Puisqu'il est là, je prends ma revanche. Alors ses collègues lui ont dit, mais toi tu es un fou. C'est pourquoi c'est ça le titre de l'ouvrage, le titre de l'article, le moins fou de tous. Il dit, mais toi tu es un fou.
Mais nous n'avons jamais eu la chance de faire la philo. Et puisque c'est un prof de philo, désormais tu ne le feras plus. On va le tirer tous les matins de sa cellule, on l'amène dans nos bureaux, il nous enseigne la philosophie, il nous explique ce que la philosophie. Dès le lendemain, on tire le prof de la cellule, on l'amène dans les bureaux et on lui dit « Monsieur, on nous a dit que vous êtes prof de philo, donc désormais on ne va plus vous frapper, mais vous allez nous enseigner ce que c'est, vous allez nous apprendre, vous allez nous dire ce que c'est que la philosophie. » Le prof était content. On lui met un tableau, il prend sa craie. Il dit « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et il dit « C'est le fait de chercher un savoir qu'on ne trouve jamais. » Alors les gardiens ont dit « Celui-là, il faut le frapper. » Vous voyez, en fait. Et bon, parce que nous croyons qu'il allait nous aider à trouver la dépense quotidienne, à trouver du riz, de l'huile, mais il nous dit on cherche un savoir qu'on ne trouve jamais. Il faut le frapper. Voilà, donc on a l'homme moderne obnubilé par le caractère efficace et pratique de la science, a tendance à reléguer la philosophie au second plan. Mais on sait que la science peut faire des erreurs. D'accord? La science peut faire des dérapages. On a la bombe atomique, les manipulations génétiques, le réchauffement climatique. Donc la science fait des dérapages et il faut que la philosophie soit là pour sensibiliser la science. Conscience, science sans conscience. Qui a dit ça? François Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc on a besoin d'une connexion entre la philosophie et la science. Et cette connexion, vous voyez, hein, j'ai parlé de philosophie, j'ai parlé de science, j'ai parlé aussi de religion. Ces activités sont des éléments de la culture, sont des éléments de la culture. Et leur objectif, l'objectif de la philosophie, de la science, de la religion, c'est de former l'homme et lui permettre de lutter contre sa propre nature et de lutter contre la nature environnante. Suivez bien ce que je dis. J'ai dit la philosophie, la religion, la science, tous ces éléments de culture ont pour objectif de former l'homme. Il faut former l'homme et faire en sorte qu'il soit distinct de l'animal. Former l'homme et lui permettre de lutter contre la nature environnante et de lutter contre sa propre nature. L'homme a sa nature à lui. C'est nos désirs que nous partageons avec les animaux. Cette nature-là, nous devons lutter contre elle. Mais nous devons aussi lutter contre la nature qui nous environne. La nature environnante, des fois, elle est hostile. Hein? Il y a la pluie, il y a les inondations, donc la nature est hostile. Il faut lutter contre cette nature. Mais nous devons aussi lutter contre la nature qui est en nous. Donc l'homme doit effectuer un double combat. Il doit lutter contre la nature externe et contre la nature interne. C'est bon. Quand je dis la nature interne, c'est quoi? La nature interne, c'est quoi? La nature interne de l'homme, c'est les désirs qu'il partage avec les animaux. Quand je dis la nature externe, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le paysage, le relief, le sol, c'est l'environnement. Les cours d'eau, c'est l'environnement. Donc l'homme doit lutter contre la nature externe et contre la nature interne. C'est bon. Si je vous dis la chose suivante. Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. La nature, c'est quoi ici? Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. La nature, c'est quoi? C'est l'environnement. Sa nature, c'est quoi? Ce sont ses propres désirs. Alors, ce que je viens de dire là, ça a été un sujet de bac en France. Un sujet de bac en France. Vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Hein? Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. La religion musulmane en particulier, nous invite à faire plus qu'une lutte, à faire une guerre contre notre propre nature. Une guerre. Dans la religion musulmane, le croyant est invité à guerroyer contre lui-même. Parce que nous avons des désirs animaux qui nous inclinent vers le mal. Et il faut lutter contre ces désirs animaux qui sommeillent en nous. D'accord? Donc, l'homme par la culture lutte. L'homme par la culture arrive à maîtriser son environnement, mais à se maîtriser lui-même aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de maîtriser l'environnement, il faut se maîtriser soi-même. C'est bon. Donc la culture, de ce point de vue-là, est bonne. Elle nous permet de nous distinguer de l'animal, elle nous permet d'assurer notre survie dans un environnement hostile. Mais la culture peut présenter des aspects négatifs. Parce qu'en luttant contre la nature externe, la culture finit par agresser cette nature.
ce qui nous a créé ces problèmes-là. Il fait chaud, il y a des inondations. Donc la culture lutte contre la nature, mais finit par agresser la nature. La culture lutte contre notre propre nature. Nous luttons contre notre propre nature. Mais malheureusement, en luttant contre notre propre nature, nous risquons de mettre l'accent sur l'artificiel. Nous cessons d'être naturels et nous devenons artificiels. Nous cessons d'être naturels et nous devenons artificiels. Nous mettons trop l'accent sur le paraître. Et nous gommons l'être. L'être est la substance dont parle Jean Starobinsky, dissimulée sous le paraître et l'accidentel. Donc, nous mettons l'accent, par la culture, nous mettons l'accent sur le paraître. Bon, mettons par exemple, mettons un homme invite une femme dans un hôtel. Vraiment un grand hôtel, avec un grand restaurant. On amène à la femme le papier où il y a le menu. Vous savez qu'il y a un menu, hein? On vous donne le papier. La femme lit, elle voit Thieboudjen, elle voit Mafé, elle voit Domada, elle voit, etc. Mais elle dit, bon, ça c'est l'hôtel quand même, je ne vais pas prendre ça. Elle choisit un menu dont elle ne sait pas ce que ça signifie. Mais le nom est beau, quoi. Et pour montrer qu'elle est branchée, qu'elle est habituée aux hôtels, elle va choisir Calmette braisé. Sans savoir ce que c'est. D'accord? Bon, on lui amène son calmette et elle ne peut pas manger ça. Oui, ça nous arrive. Vous restez 2 jours sans manger. On vous invite quelque part. Et c'est une grande invitation, il y a des personnalités, il y a tout. Vous êtes resté 2 jours sans manger. On vous offre un plat de poulet entier avec une bouteille de boisson fraîche. Sincèrement, entre nous, est-ce que vous allez vider tout le plat? Vous allez manger un peu. Et vous allez boire un peu. Bon, alors, vous voyez, c'est ça la culture. La culture nous fatigue, quoi. D'accord? Elle nous rend artificiels. Nous mettons l'accent sur le paraître. Je mange un peu. Ah, merci. Je mange un peu pour donner l'impression que je suis habitué au poulet. Alors que je suis resté 2 jours sans manger de poulet. Sans manger du tout. D'accord? Et je vais souhaiter évidemment qu'il y ait coupure d'électricité. Et dans le noir, je vais en profiter pour manger. Mais c'est à peu près ça. La culture nous rend artificiels. C'est pourquoi Rousseau considère que la culture est une dénaturation négative de l'homme. La culture, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui l'a rendu mauvais. Voilà ce que ça signifie. Donc la culture peut être négative. Maintenant, je voudrais dire 2 dernières choses. La première chose, je voudrais dire un mot sur la liberté et un mot sur l'État. Sur la liberté, on part du principe que être libre, c'est faire ce qu'on veut. Un homme libre est un homme qui fait ce qu'il veut sans contrainte. D'accord? Et là, nous avons 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'histoire de Lafcadio, dont parle André Gide dans les caves du Vatican. Lafcadio, vous connaissez l'histoire, est quelqu'un qui voyageait dans un train et qui, à partir d'un certain moment, a jeté le vieillard. Pourquoi? Parce qu'il était libre. Le deuxième exemple, c'est l'histoire de l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, qui avait également faim que soif, mais qui avait des problèmes de choix. Un homme, à sa place, aurait choisi. Donc ici, être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais par contre, on peut considérer qu'un homme n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Ah, il y a des contraintes quand même. Hein? Il y a des contraintes sociales. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a la société. Il y a des contraintes naturelles ou biologiques. Je n'ai pas choisi la couleur de ma peau, je n'ai pas choisi ma taille, je n'ai pas choisi la forme de ma tête. Ça, c'est des contraintes naturelles et biologiques. Il y a des contraintes psychologiques. Des fois, je ne contrôle pas ma conscience. Je ne contrôle pas ce que je dis. Je ne contrôle pas ce que je fais. Je ne suis pas maître de moi-même pour parler comme Freud. Donc l'homme est soumis à un ensemble de contraintes auxquelles il ne peut pas échapper. C'est pourquoi Baruch Spinoza considère que le libre arbitre est une illusion. Spinoza dit que le libre arbitre est une illusion. Maintenant, si vous appliquez ça à l'État, est-ce que dans un État, un citoyen peut être libre? Il y a 2 possibilités. Dans la dictature, le citoyen n'est pas libre. Vous le savez mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à la volonté du despote, le Léviathan dont parle Thomas Hobbes, le monstre. Donc, dans une dictature, les individus ne sont pas libres. Mais même dans une démocratie, les individus ne sont pas libres. Hein? Parce que dans la démocratie, il y a ce que lui, Althusser, appelle les appareils répressifs d'État.
Ah oui, la police, la gendarmerie, l'armée, c'est pour frapper. C'est les appareils répressifs d'État. Mais à côté des appareils répressifs d'État, lui, Althusser dit, il y a les appareils idéologiques d'État. L'école est un appareil idéologique d'État. Les médias, c'est un appareil idéologique d'État. C'est pour endoctriner les populations et les amener à accepter la doctrine de l'État. Donc finalement, dans un État, on a l'impression que la liberté des individus est confisquée. L'État, c'est une communauté d'individus qui, dans les limites d'un territoire donné, revendique avec succès et pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. C'est Max Weber qui parle comme ça. L'État est une communauté d'individus qui, dans les limites d'un territoire donné, revendique avec succès et pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Donc l'État, c'est la violence physique légitime. D'accord? Et lorsque l'État nous frappe, il veut montrer qu'il nous frappe pour notre intérêt. C'est pourquoi ceux qui frappent, on les appelle les forces de l'ordre. D'accord? Parce qu'ils frappent pour l'ordre, quoi. Ils frappent pour notre intérêt. D'accord? Bon, maintenant, on peut considérer que, attention quand même, dans une vraie démocratie, comme le dit Rousseau dans le contrat social, les populations, les citoyens sont impliqués à l'exercice du pouvoir. Donc, ils sont libres. Chez Montesquieu, quand il y a séparation et indépendance des pouvoirs, les gens sont libres. Donc, l'État peut parfaitement garantir la liberté des citoyens, mais dans une vraie démocratie. Dans une vraie démocratie, les libertés des citoyens peuvent être protégées. Je devrais dire aussi que l'artiste est quelqu'un qui nous libère des pesanteurs sociales et des pesanteurs naturelles, et c'est quelqu'un qui nous rend libres grâce à la magie de l'imagination. Donc l'artiste est quelqu'un qui nous plonge dans un univers où nous sommes finalement libérés. L'utopie de More, je signale que Utopie, c'est un ouvrage écrit par More, Thomas More, c'est pas More sénégalais. More est un anglais, M-O-R-E, Thomas More, celui qui a écrit l'Utopie en 1516. Et dans l'Utopie de More, les gens vivent dans une île. Les gens vivent dans une île. D'accord? Et cette île est entourée d'un fleuve qu'il appelle Anhydre. Anhydre, c'est un fleuve qui n'a pas d'eau. Le roi de l'Utopie s'appelle Amorot, c'est-à-dire un roi qui n'a pas de sujet. Et les citoyens de l'Utopie sont des acoriens, c'est-à-dire des citoyens qui n'ont pas de cité. Bon, More, c'est ce que l'on appelle le lexique du privatif. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on est en présence ici d'un artiste qui nous plonge dans un monde où tout le monde est heureux. Parce que dans l'Utopie de More, l'Utopie c'est une habitation, c'est une île, quoi. Mais dans l'Utopie, tous les citoyens sont heureux. Tout le monde est avocat, il n'y a pas d'injustice. Tout le monde travaille, il n'y a pas de voleur. Parce qu'au moment où More écrivait l'Utopie, en 1516, au moment où il écrivait l'Utopie, il y avait 12 000 voleurs en Angleterre. D'après les statistiques, 12 000 voleurs. Mais dans l'Utopie de More, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de mécontentement, tout le monde est heureux. Vous voyez l'artiste, comment il nous plonge dans un univers de bonheur. L'artiste nous plonge dans un univers de bonheur. C'est les téléfilms que vous suivez de temps en temps. Quand vous regardez les téléfilms, quand les gens sont dans un décor, mais c'est un décor merveilleux, ils sont dans un hôtel, ils sont dans une belle maison, et vous rêvez de ça. C'est ça l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste nous plonge dans un univers qui n'existe pas. Mais c'est quelqu'un qui transforme le monde et qui nous installe dans un univers où nous recouvrons finalement notre liberté. Donc l'artiste, dans une certaine mesure, nous libère des pesanteurs sociales, nous libère des pesanteurs de la nature. L'artiste est quelqu'un qui nous libère et qui nous rend finalement heureux. C'est pourquoi on considère que le monde serait difficile à vivre s'il n'y avait pas l'art. Parce que finalement, l'artiste nous libère. L'artiste nous plonge dans un univers paradisiaque, comme l'Eldorado dont parle Voltaire dans le Candide. Voilà ce que je voudrais dire en termes d'introduction et je vous remercie de votre attention.